Tu n'es pas la bienvenue ici, a dit ma belle-mère au dîner de Noël. Et à cet instant, tout mon monde s'est effondré. Ce que personne n'attendait, c'est que je gardais un de ses secrets, une vérité capable de détruire sa réputation impeccable. Quand j'ai tout révélé devant la famille réunie, le choc sur les visages a montré que plus rien ne serait comme avant. Une histoire de courage, de vérité cachée et de rédemption qui vous fera repenser les liens familiaux. Laissez un like et commentez. Auriez-vous le courage de faire la même chose ? Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de Noël changerait complètement ma vie. Quand ma belle-mère, assise en bout de table, telle la reine qu'elle se croyait être, a prononcé devant toute la famille ces mots qui ont résonné comme une gifle. « Tu n'es pas la bienvenue ici ». Quelque chose s'est éveillé en moi. Ce ne fut pas de la colère, pas immédiatement. Ce fut une clarté glaciale, comme si je pouvais enfin voir avec une perfection cristalline ce qui était sous mes yeux depuis 5 longues années. Je connaissais son secret, celui qu'elle gardait depuis 30 ans dans la cave de cette maison, qui semblait engloutir toute joie que j'essayais d'apporter. Et à ce moment-là, pendant que la dinde de Noël refroidissait tout comme les sourires forcés autour de la table, j'ai décidé qu'il était temps que tout le monde connaisse la vraie matriarche de la famille. Je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma patience était ma plus grande vertu. « Tu as le don de supporter ce que personne d'autre ne supporte », disait ma mère, comme si c'était une qualité admirable et non le symptôme de quelque chose de profondément erroné dans la façon dont je me laissais traiter. J'ai grandi dans une famille où le silence avait plus de valeur que la vérité. Ma mère a ravalé ses larmes pendant 40 ans aux côtés de mon père, un homme qui aimait plus la bouteille que sa propre famille. Quand elle est partie, emportée par un cancer silencieux, aussi silencieux qu'elle l'avait été dans sa vie, je me suis promis que je serais différente, que je parlerais, que je m'imposerais, que je ne me laisserais pas rabaisser. Paroles en l'air, des promesses qui se sont diluées quand j'ai rencontré Robert et par conséquent, Hélène. Robert était, et est toujours, un homme bon, de ceux qui semblent avoir été taillés avec un soin excessif, éduqués pour être gentils et corrects. Nous nous sommes rencontrés dans un festival d'art en Provence, où j'exposais mes illustrations. Il s'est arrêté devant un de mes dessins, une femme avec des branches poussant sur ses épaules au lieu de bras, et est resté là, à contempler en silence pendant près de 20 minutes. Quand il a finalement parlé, ce n'était pas pour commenter la technique ou le style, mais pour demander « C'est-elle qu'elle peut arracher ses branches ?» La question m'a prise au dépourvu. Personne n'avait interprété cette illustration de cette façon. « Peut-être croit-elle que les branches font partie d'elle ?» ai-je répondu. Il a souri d'une manière qui atteignait ses yeux et a dit « Peut-être que quelqu'un doit lui montrer qu'elles ne le sont pas. » C'est ainsi que nous avons commencé. Un café après l'exposition, un dîner la semaine suivante, des messages quotidiens qui s'étiraient jusqu'au petit matin. En 3 mois, j'étais déjà sûre. En 6 mois, nous étions fiancés. Le mariage fut simple. Mon père n'est pas venu, il était indisposé, l'euphémisme familial pour dire complètement ivre. De sa famille, tout le monde était là, impeccablement vêtu, sourire poli aux lèvres et commentaires chuchotés dans le dos. Hélène, ma belle-mère, m'a accueilli avec une étreinte froide et un « bienvenue dans la famille » qui sonnait plus comme un avertissement qu'un accueil. Ce jour-là, j'ai ignoré. J'étais trop amoureuse, trop heureuse, trop concentrée sur l'homme qui allait devenir mon mari pour permettre à un quelconque nuage d'assombrir ce ciel. Les premiers signes furent subtils. Un commentaire par-ci sur la façon dont je tenais la maison. À mon époque, les épouses savaient de l'importance d'un foyer bien tenu. Une observation par-là sur ma façon de m'habiller. Ma chère, à votre âge, j'avais déjà compris que certaines couleurs ne flattent pas certaines. Silhouette. Des petits mots enveloppés de sourires forcés, des pics déguisés en préoccupations sincères. Robert ne remarquait rien. Ou peut-être remarquait-il et choisissait-il de ne pas voir, tout comme ma mère l'avait fait pendant des années avec mon père. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais j'entendais toujours la même réponse. « Tu exagères, Caro. Maman essaie juste d'aider. Elle est comme ça, un peu trop directe parfois. » J'ai ravalé mon malaise. J'ai souri au déjeuner du dimanche où j'étais invisible. J'ai remercié pour les cadeaux inappropriés aux anniversaires, comme la batterie de cuisine la première année de mariage.
alors que tout le monde savait que c'était Robert qui cuisinait à la maison, ou les livres de développement personnel sur comment être une épouse parfaite la 2e année. J'ai pris une profonde inspiration quand elle a réorganisé mes placards lors d'une visite où j'ai dû partir travailler. « J'aide juste à organiser », dit-elle, après avoir jeté 3 de mes chemisiers préférés parce qu'ils étaient déjà trop vieux. Tout a changé il y a environ 7 mois, lorsque nous avons dû rénover la chambre d'amis pour la transformer en bureau. Robert avait été promu et devrait travailler de chez lui plusieurs fois par semaine. Hélène, toujours prête à se mêler de tout, a insisté pour que nous restions chez elle pendant les 2 semaines de travaux. Vous n'allez pas vouloir respirer toute cette poussière. De plus, Robert a grandi dans cette maison. Il sait qu'il peut toujours revenir. La façon dont elle a dit « Robert » et non « vous » ne m'a pas échappé. C'est pendant ce séjour forcé que j'ai trouvé la boîte. Un accident, ou peut-être le destin décidant qu'il était temps. Hélène m'avait demandé de chercher quelques vieilles serviettes à la cave, celles en dentelle faites à la main par sa propre mère, pour le dîner qu'elle donnait pour le nouveau prêtre de la paroisse. La cave était humide et mal éclairée, avec cette odeur particulière des choses gardées trop longtemps. J'ai cherché le coffre qu'elle avait décrit, mais j'ai trébuché sur une pile de livres, faisant tomber une boîte en carton apparemment inoffensive. En me baissant pour ramasser les objets éparpillés sur le sol, mes yeux ont capté quelque chose d'étrange. Un diplôme universitaire, au nom de Marie-Hélène Dupont-Martin. Le problème ? Ma belle-mère était Hélène Dupont-Petit. Elle n'avait jamais été Martin. Intriguée, j'ai continué à fouiller les documents. Il y avait des lettres adressées à une certaine Marie-Hélène Martin, datant du début des années 70. Des photos de 2 jeunes femmes, l'une d'elles clairement ma belle-mère, plus jeune et souriante comme je ne l'avais jamais vue, et une autre que je ne reconnaissais pas. Au dos d'une des photos, une dédicace. Pour ma chère amie Hélène, que nos rêves d'université se réalisent. Avec amour, Marie. J'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé plus encore. Un certificat de décès de Marie-Hélène Martin, daté de 1975. Accident de voiture sur l'autoroute entre Marseille et la petite ville où vivait ma belle-mère. Un journal local rapportant l'accident, mentionnant que la jeune enseignante fraîchement diplômée était en route pour prendre son premier poste à l'école normale d'instituteur de la ville. Et puis, ce qui semblait être un journal intime, avec l'écriture reconnaissable de ma belle-mère. Je sais que je n'aurais pas dû le lire. Je sais que c'était une violation de sa vie privée. Mais quelque chose en moi, la curiosité, un pressentiment, ou simplement le besoin de comprendre enfin, m'a poussé à ouvrir ces pages jaunies. Ce que j'ai lu a complètement transformé ma compréhension de qui était Hélène Petit. Les pages détaillaient comment elle, alors simplement Hélène Dupont, une jeune femme sans formation ni perspective, avait connu Marie-Hélène Martin dans la capitale, où elle travaillait comme serveuse pour économiser de l'argent afin de suivre la formation d'instituteur. Les deux étaient devenus amis, partageaient un petit appartement. Marie, déjà diplômée, avait obtenu un poste prestigieux dans l'école la plus importante de la région. Hélène enviait son amie, ses études, sa détermination, son avenir brillant. Puis vint l'accident, et l'opportunité qu'Hélène y a vue. Avec une froideur calculée, elle racontait comment elle avait pris les papiers de son amie décédée, comment elle s'était présentée à l'école en utilisant son nom, l'inversant simplement, devenant Hélène Marie, au lieu de Marie et Hélène, et comment elle avait endossé cette vie qui ne lui appartenait pas. L'école, éloignée de la capitale et sans moyen de vérification efficace à l'époque, accepta ces documents sans poser de questions. Et ainsi commença la grande imposture. Hélène, la femme qui pendant des années m'avait regardé de haut, jugeant chacune de mes petites erreurs, avait bâti toute sa respectabilité sur un mensonge. L'ironie était presque trop douloureuse à supporter. J'ai refermé le journal et remis tout dans la boîte, sauf quelques photos et une des lettres qui prouvait l'existence de la vraie Marie-Hélène. Je ne savais pas ce que je ferais de ces informations, mais quelque chose me disait qu'un jour elles seraient nécessaires. Je suis remontée avec les serviettes sans dentelle, souriant comme si de rien n'était. J'ai observé Hélène, désormais avec un regard neuf, pendant qu'elle organisait méticuleusement la table pour le dîner, corrigeant la position de chaque couvert avec la précision de celle qui est toujours évaluée, de celle qui craint constamment d'être découverte. Dans les mois qui suivirent, j'ai tenté plusieurs approches pour améliorer notre relation. Non pas à cause du secret que j'avais découvert, bien qu'il m'ait donné une étrange sensation de pouvoir, je l'admets,
mais parce que je voulais sincèrement avoir la paix. J'ai appris à faire ses recettes traditionnelles provençales, j'ai participé aux événements paroissiaux qu'elle chérissait tant, je me suis proposée pour aider à l'organisation de la fête du terroir de la ville. J'ai même essayé d'apprendre à faire de la dentelle au fuseau, une tradition qu'elle disait avoir apprise de sa grand-mère. Encore un mensonge, ai-je découvert plus tard, car cette compétence était mentionnée dans le journal comme quelque chose que Marie maîtrisait. Rien n'a fonctionné. Chaque effort de ma part semblait juste l'irriter davantage, comme si ma tentative de rapprochement était une menace pour la barrière soigneusement construite pour me tenir à l'écart. Et puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle, qui aurait dû être un motif de joie, n'a fait qu'intensifier la tension. Hélène s'est mise à critiquer ouvertement la façon dont je comptais élever son petit-fils, remettant en question mes capacités de future mère. « Tu n'arrives même pas à garder une plante en vie », dit-elle un jour, alors que le pot de fougère qu'elle m'avait donné, et dont elle ne m'avait volontairement pas expliqué comment m'occuper, commençait à sécher. « Comment vas-tu ? T'occuper d'un enfant ?» Robert restait aveugle aux critiques voilées de sa mère. Ou peut-être ne voulait-il pas voir. Il était plus facile de croire que tout cela n'était que de banales jalousies entre belle-fille et belle-mère. Un cliché, inoffensif que d'affronter la toxicité de cette relation. Quand j'essayais d'expliquer comment je me sentais diminuée et invalidée, il soupirait et disait « Vous devez toutes les deux faire plus d'efforts ». En septembre, lors de sa fête d'anniversaire, a eu lieu le premier affrontement sérieux. Je portais une robe que j'avais mis des semaines à confectionner, une pièce unique que j'avais brodée à la main, inspirée par la culture provençale que j'essayais tant d'adopter. Hélène, en servant le café, a accidentellement renversé la boisson chaude sur le tissu délicat. « Oh, quelle maladroite je suis !» dit-elle, sans une once de remords dans la voix. « Mais c'est peut-être un signe, ma chère. Ces robes artisanales sont si rustiques. La prochaine fois, nous pourrons aller ensemble dans une boutique appropriée. » Alors que je me retirais pour tenter de sauver la robe, j'ai clairement entendu sa voix dans le salon. « Cette fille de la capitale ne s'adaptera jamais à notre façon de vivre. Je ne sais pas ce que mon Robert a bien pu lui trouver. » Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Le dernier fil d'espoir que nous puissions avoir une relation civilisée s'est rompu. Les mains encore humides d'avoir tenté de nettoyer le café du tissu ruiné, j'ai pris mon portable et j'ai appelé mon amie Louise, qui travaillait comme archiviste municipale. « J'ai besoin de ton aide, dis-je, la voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. Je veux tout découvrir sur Hélène Petit. » Avec l'aide de Louise, j'ai découvert bien plus que ce à quoi je m'attendais. Hélène avait non seulement usurpé l'identité de son amie décédée, mais avait aussi manipulé le testament de son beau-père pour s'assurer que la maison familiale, celle où elle vivait maintenant, reste exclusivement à son nom, lésant financièrement son propre mari, le père de Robert. L'homme était mort en croyant que sa belle-fille exemplaire prendrait soin de son fils et de son petit-fils en tant que gardienne du patrimoine familial. À mesure que Noël approchait, les tensions montaient. La grossesse avancée me rendait plus sensible, et les critiques constantes d'Hélène semblaient de plus en plus difficiles à supporter. Elle insistait pour organiser le réveillon traditionnel provençal comme elle l'avait toujours fait, rejetant toute suggestion de ma part. « Dans votre état ?» disait-elle, en mettant un accent inutile sur le mot, comme si la grossesse était une maladie en phase terminale. Il vaut mieux laisser les personnes expérimentées s'occuper de tout. Quand j'ai mentionné mon intolérance au lactose, demandant simplement que quelques options sans lait soient disponibles, elle a dédaigné. De mon temps, ces chichis n'existaient pas. On mangeait ce qu'on nous servait et on remerciait. Les problèmes digestifs, c'est un truc des gens de la capitale, qui mangent ces modernités pleines de produits chimiques. En novembre, j'ai perdu temporairement mon emploi de graphiste en raison de coupes budgétaires dans l'entreprise. Ce fut le coup qu'Hélène attendait pour attaquer directement mon mariage. « Robert », dit-elle lors d'un déjeuner dominical, sa voix douce comme du miel empoisonné, « il est peut-être temps de reconsidérer certains choix. Une épouse doit être un soutien, pas un fardeau. » Robert, pour la première fois, parut mal à l'aise avec le commentaire de sa mère. « Maman, ce n'est pas le moment pour ça. Je pense juste à ton bien, mon fils. Cette maison sera toujours ton foyer. Tu n'as pas besoin de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. » Ce qu'Hélène ne savait pas, ce que je n'avais encore dit à personne, c'est que j'avais déjà lancé une activité prometteuse d'illustration pour livres pour enfants. 3 maisons d'édition avaient déjà manifesté leur intérêt pour mon portfolio.
et j'étais sur le point de signer mon premier contrat significatif. Je l'ai laissé croire qu'elle me terrassait. Je l'ai laissé savourer sa prétendue victoire. Quelque chose en moi, quelque chose de froid et calculateur que je ne savais pas exister, commença à planifier méthodiquement. La grande confrontation eut lieu la veille de Noël. J'ai passé la journée à préparer un plat spécial, une recette de famille que j'avais apprise de ma défunte grand-mère, une quiche lorraine, un plat qu'elle ne faisait que pour les occasions très spéciales. C'était une offrande de paix, une dernière tentative de construire un pont. Malgré tout, Hélène, sans même y goûter, posa le plat au fond de la table, presque caché derrière l'énorme dinde qu'elle avait préparée. « Ça a l'air intéressant », commenta-t-elle, le nez plissé comme si elle sentait une odeur désagréable. « Mais nous avons déjà assez à manger. Les plats expérimentaux peuvent gâcher un réveillon traditionnel. » Quand tout le monde s'est assis, Robert, enthousiaste et inconscient de la tension palpable entre sa mère et sa femme, fit l'annonce officielle de la grossesse, bien que la famille le sût déjà. C'était plus une formalité, une célébration, du moment spécial. « Et nous avons déjà décidé du prénom, » dit-il en me serrant la main sur la table. « Si c'est une fille, ce sera Marie, en hommage à la grand-mère de ma mère, qui a tant compté pour elle. » J'ai vu le visage d'Hélène pâlir. Marie. Le prénom de l'amie dont elle avait volé la vie, le prénom qu'elle avait si souvent mentionné comme étant celui d'une grand-mère qui n'avait jamais existé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Hélène se leva, le visage un masque de fureur contenu. Me regardant droit dans les yeux, comme si personne d'autre n'était présent, elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu n'as jamais fait et ne feras jamais partie de cette famille. Ni toi, ni ce bébé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentis les regards de tous sur moi. Mon beau-père confus, les tantes de Robert choquées, les cousins chuchotant. Entre eux, Robert, à côté de moi, semblait avoir été frappé par la foudre, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. Je pris une profonde inspiration, sentant un calme étrange m'envahir. C'était comme si, après avoir tant essayé de m'adapter, de m'intégrer, d'être acceptée, j'avais enfin reçu la permission d'arrêter d'essayer. « Vous savez, Hélène, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que si je faisais plus d'efforts, cuisinais mieux, m'habillais différemment, parlais moins, prenais moins de place, peut-être finiriez-vous par m'accepter. » Je me suis levée calmement, sentant le bébé bouger en moi, comme s'il me donnait de la force. Mais maintenant, je comprends que le problème n'a jamais été moi. Le problème a toujours été votre peur. Peur d'être découverte. Peur que quelqu'un voie enfin à travers la façade soigneusement construite. J'ai pris mon sac et j'en ai sorti les photos et la lettre que j'avais gardée. Avec des mouvements délibérément lents, je les ai posés sur la table, devant les yeux écarquillés de tous. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, Hélène? Ou devrais-je vous appeler Marie-Hélène? Son visage perdit toute couleur. Ses yeux, toujours si assurés et jugeurs, montraient maintenant une terreur pure. « De quoi parlez-vous » m'a demanda mon beau-père, en prenant une des photos. « Hélène, qui est cette femme avec vous ?»« Une vieille amie, » répondit-elle rapidement. « Rien d'important. »« Une amie dont vous avez volé le nom, » continuai-je, gardant ma voix calme, presque douce. « Une amie dont vous avez pris la vie après sa mort. » N'est-ce pas, Hélène? Ou devrais-je dire Hélène Dupont, la serveuse sans diplôme qui a vu une opportunité quand son amie, la vraie Marie-Hélène Martin, est morte dans cet accident en 1975. La révélation provoqua un tumulte immédiat. Le mari d'Hélène, qui avait toujours cru à l'histoire selon laquelle elle était une enseignante renommée, diplômée avec mention, fut visiblement ébranlé. « De quoi parle-t-elle, Hélène ?» exigea-t-il de savoir. « Mensonge !» hurla Hélène, se levant avec une telle force qu'elle renversa sa chaise. « Cette femme invente des histoires absurdes pour essayer de détruire notre famille. J'ai les documents, » répondis-je calmement, sortant d'autres papiers de mon sac, des copies que Louise m'avait aidé à obtenir. Le certificat de décès de Marie-Hélène Martin, l'article de journal sur l'accident, et plus important, encore, votre propre journal intime, Hélène, où vous détaillez comment vous avez usurpé son identité pour obtenir le poste à l'école normale. Robert était sous le choc, regardant alternativement moi et sa mère,
comme s'il ne reconnaissait aucune de nous deux. « Maman ?» Sa voix était presque enfantine, implorant une explication, une négation convaincante. « Et ce n'est pas tout ?» continuai-je, déterminée à tout exposer maintenant que j'avais commencé. Elle a aussi manipulé le testament de son beau-père, s'assurant que la maison reste exclusivement à son nom, lésant son propre mari. Mon beau-père, un homme habituellement silencieux et soumis, se leva avec une agilité surprenante pour son âge. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Cette clause. Tu as dit que c'était le souhait de mon père, qu'il avait demandé que la maison reste à ton nom pour protéger le patrimoine familial. » Hélène regarda autour d'elle, tel un animal acculé. Puis, soudainement, son visage se transforma. La peur fit place à la colère, et le masque de politesse tomba complètement. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de lutter pour survivre, » dit-elle, la voix chargée d'amertume. « Je suis née pauvre, sans opportunité, sans avenir. Marie avait tout, une famille, une éducation, des perspectives. Et puis, en un clin d'œil, elle est partie. Ce poste aurait dû être le mien. Cette vie aurait dû être la mienne. » Son regard se tourna vers moi, plein de haine. « Et toi, avec tes dessins enfantins et tes idées modernes, pensant pouvoir juger ce que j'ai fait pour assurer une vie digne à mon fils. Robert a eu le meilleur de tout grâce à moi. Il a étudié dans les meilleures écoles, a eu les meilleures opportunités. Que peux-tu lui offrir à part l'instabilité et un bébé qui grandira sans structure ?» Robert sembla enfin sortir de sa torpeur. « Ça suffit, maman, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Caroline est ma femme. Ce bébé est ton petit-fils. Si tu ne peux pas respecter ça, alors il vaut peut-être mieux que nous prenions nos distances pendant un certain temps. » Ce fut comme s'il avait giflé Hélène. Elle recula, choquée par la rébellion de son fils toujours si obéissant. « Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? » « Je ne choisis personne, » répondit Robert. « Je demande juste du respect. Et quant à ces accusations, nous devons en parler. En privé. » J'ai pris mon sac et mon manteau, me préparant à partir. Il n'y avait plus rien à dire ce soir-là. J'avais exposé la vérité, non par vengeance, mais parce que je ne pouvais pas permettre que mon fils grandisse dans un environnement construit sur des mensonges. « Je suis désolée, » dis-je en m'adressant à tous les présents. « Je ne voulais pas gâcher votre Noël, mais je ne pouvais pas non plus continuer à faire semblant. » Robert est venu avec moi, silencieux et pensif pendant tout le trajet de retour à la maison. Quand nous sommes arrivés, il s'est assis lourdement sur le canapé, le visage entre les mains. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-il finalement. « Parce que j'espérais ne jamais avoir à le dire, » répondis-je honnêtement. « Parce que je voulais que ta mère m'accepte pour qui je suis, non par peur de ce que je pourrais révéler. » Dans les semaines qui suivirent, notre famille a traversé une restructuration complète. Robert, partagé entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour moi et le bébé, s'est d'abord éloigné de nous deux, ayant besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. J'ai respecté son espace, me concentrant sur mon travail et les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Hélène, confrontée à son passé, a d'abord tout nié. Mais quand j'ai présenté des preuves concrètes, y compris des témoignages que Louise avait aidé à trouver, elle a finalement admis ses actes. Ce qui m'a surprise, cependant, fut la réaction de mon beau-père. Après l'émoi initial, c'est lui qui a fait le premier pas vers la réconciliation. Un après-midi froid de janvier, il est apparu à la porte de notre appartement, tenant une vieille boîte en bois. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, semblant plus petit et plus fragile que je ne l'avais jamais vu. Je l'ai invité à prendre un café et nous nous sommes assis en silence pendant quelques minutes avant qu'il ne parle enfin. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, » dit-il en regardant ses mains ridées. Pas à propos de son identité, je n'aurais jamais imaginé ça. Mais à propos de son comportement, comment elle éloignait quiconque pouvait menacer le contrôle qu'elle avait sur Robert, sur moi, sur tout. Il ouvrit la boîte et en sortit un vieil album photo. Avant Hélène, Robert a eu une petite amie à l'université, une jeune femme douce, intelligente, qui le faisait sourire comme je ne l'avais jamais vue. Hélène l'a méthodiquement détruite, répandant des rumeurs, créant des malentendus, jusqu'à ce que la jeune femme n'en puisse plus et mette fin à tout. Feuilletant l'album, il montra des photos d'un Robert plus jeune, enlacé à une jeune femme au sourire radieux. « C'est arrivé avec vous aussi, n'est-ce pas ? Le même schéma. » J'ai acquiescé, sans voix devant cette révélation. J'aurais dû l'en empêcher.
continua-t-il. J'aurais dû protéger mon fils, j'aurais dû vous protéger. Mais j'ai choisi le chemin le plus facile, faire semblant de ne pas voir. Ses yeux, identiques à ceux de Robert, s'emplirent de larmes. Nous avons tous des secrets, Caroline. Le mien est que j'ai été lâche toute ma vie. Cette conversation émouvante marqua le début d'une nouvelle phase. Mon beau-père, que je connaissais à peine auparavant, devint un allié important dans la reconstruction de notre famille. C'est lui qui convainquit Robert de suivre une thérapie pour faire face aux révélations sur sa mère et son passé. L'arrivée du bébé, en juin de l'année suivante, servit de catalyseur à la guérison familiale. Une fille, que nous avons décidé d'appeler Anne-Marie, un hommage subtil à la fois à ma mère et à l'amie qu'Hélène avait trahi. Robert, en tenant sa fille pour la première fois, pleura comme un enfant. « Je promets de faire différemment », murmura-t-il au petit paquet dans ses bras. « Je promets que tu grandiras en sachant que tu es aimée exactement comme tu es. » Hélène, après des mois d'éloignement et étonnamment de thérapie, s'est approchée humblement, d'abord par des lettres, puis par des visites brèves et tendues. Il n'y avait plus l'arrogance d'antan, ni les critiques voilées. Il y avait une femme vieillie par le poids de sa propre imposture, confrontant enfin ses démons. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, » dit-elle lors d'une de ses visites, regardant la petite fille qui dormait dans son berceau. « Mais j'aimerais connaître ma petite fille. J'aimerais essayer d'être meilleure. J'ai établi des limites claires. Pas de visite sans prévenir. Aucune tentative d'interférer dans la façon dont nous élevions Anne-Marie, un respect absolu pour nos décisions en tant que parents. Mais j'ai aussi laissé de la place pour une nouvelle relation, basée non pas sur des mensonges et des manipulations, mais sur une honnêteté douloureuse et nécessaire. La fête du terroir de cette année-là devint symboliquement importante pour notre famille. Hélène et moi, marchant encore sur un terrain fragile, avons préparé ensemble une recette qui mélangeait les traditions des deux familles, une pâtisserie primée avec des ingrédients de Lorraine, d'où venait ma grand-mère, et des techniques traditionnelles provençales qu'Hélène maîtrisait. La pâtisserie a remporté le premier prix du festival, à la surprise générale. En acceptant le petit trophée, j'ai entendu Hélène murmurer, presque pour elle-même, « Marie aurait adoré ça. Elle disait toujours que les traditions sont faites pour être renouvelées, pas seulement préservées. » Ce fut la première fois que je l'entendais parler de son amie sans amertume ni culpabilité, juste avec une nostalgie sincère. Ce fut aussi la première fois que j'ai entrevu la femme derrière le masque, celle qu'elle aurait pu être si elle avait choisi un chemin différent. Le Noël suivant, exactement 1 an après la confrontation, c'est moi qui ai organisé le réveillon, dans notre propre maison. J'ai choisi soigneusement chaque détail, les nappes brodées dont je me souvenais de la maison de ma grand-mère, les assiettes que Robert et moi avions achetées ensemble lors de notre lune de miel, des décorations faites par moi-même, mélangeant des éléments des deux familles, qui tentèrent maintenant de se reconnecter. Quand Hélène est arrivée, elle a trouvé sa place marquée à table, avec une petite carte artisanale, décorée d'un de mes dessins, un arbre aux branches, tordu, mais avec de nouvelles feuilles qui bourgeonnent. À l'intérieur, j'avais écrit de ma plus belle écriture « Tous sont les bienvenus ici, surtout ceux qui apprennent à recommencer ». J'ai vu ses yeux s'embuer quand elle a lu, mais elle s'est rapidement ressaisie. Quelque chose de l'ancienne. Hélène était encore là. La fierté, la difficulté à montrer sa vulnérabilité. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'humilité, à un repentir sincère. Pendant le dîner, j'ai observé ma famille réunie. Robert plus détendu que je ne l'avais jamais vu, tenant Anne-Marie avec le plus grand soin, mon beau-père racontant des histoires de sa jeunesse qu'il n'avait jamais partagées auparavant, et Hélène s'ajustant encore à son nouveau rôle, non plus comme la matriarche incontestée, mais comme une femme, essayant de réparer les dégâts qu'elle avait causés. J'ai pensé à comment nous en étions arrivés là, à comment un secret découvert par hasard avait déclenché une révolution silencieuse, à comment ma mère, si elle avait été en vie, serait fière de me voir enfin trouver ma voie. La vie n'est pas un conte de fées, et les blessures familiales ne cicatrisent pas du jour au lendemain. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, beaucoup à reconstruire. Mais ce soir-là, alors que nous levions nos verres pour porter un toast à l'avenir, j'ai senti que nous étions enfin une famille, imparfaite, compliquée, apprenant encore à communiquer honnêtement, mais une famille quand même. Et quant à moi, la Caroline qui se taisait
qui ravalait les affronts, qui essayait désespérément de rentrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour elle. Elle est partie, tout comme les branches qui poussaient sur ses épaules sur ce dessin que Robert a vu le jour où nous nous sommes rencontrés. À sa place, il y a une femme qui a enfin compris que révéler la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la guérison. Mon histoire avec Hélène m'a appris que les secrets les plus sombres, lorsqu'ils sont mis en lumière, avec l'intention de guérir et non de venger, peuvent ouvrir la voie à des relations plus authentiques. Qu'il faut parfois du courage pour rompre avec des cycles de manipulation qui perdurent depuis des générations, même si cela signifie affronter ceux qui devraient nous accueillir. Et qu'en fin de compte, la vraie famille ne se définit pas par les noms ou les traditions, mais par la capacité de voir l'autre tel qu'il est vraiment, avec ses défauts, ses cicatrices et sa beauté unique, et de l'aimer malgré tout. Quand je regarde maintenant ma fille, son petit visage qui ressemble tant à celui de son père, mais qui montre déjà les traits d'une personnalité propre, forte et déterminée, je fais une promesse silencieuse. Elle grandira en sachant que sa voix compte, que ses sentiments sont valides, qu'elle n'aura jamais besoin de se diminuer pour correspondre aux attentes des autres, et que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours la bienvenue. Parce qu'au final, c'est de cela qu'il s'agit en construisant une famille. Créer un espace où chacun peut être vraiment qui il est, sans peur du jugement ou du rejet. Un endroit où les mots « tu es la bienvenue ici » ne sont pas juste une formalité vide de sens, mais une vérité vécue chaque jour, dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque étreinte. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise dans tout ce parcours, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour créer cet espace, pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Même si le chemin est difficile, même si cela signifie affronter des vérités douloureuses et faire tomber des façades soigneusement construites. Parce que la vérité, aussi inconfortable soit-elle sur le moment, est toujours le chemin vers la libération.